9 € avec le frais de port inclus quasiment dans le monde entier. Donc oui, une très belle année pour Ledger, l'entreprise a une croissance. Et le pic de commande, c'était quand? Novembre, décembre? Alors c'était en décembre, même fin décembre, début janvier, il y avait vraiment un pic de commande assez élevé, qui du reste nous a mis out of stock, c'est-à-dire que on a été en rupture. Parce qu'on n'avait pas prévu en fait autant de demandes, et donc là on est en train de réapprovisionner et de encore une fois rajouter du volume de fabrication et de production. Pascal, tu vois l'intérêt là de stocker ces crypto-monnaies sur un porte-monnaie Bien sûr, on m'a raconté une anecdote complètement anodine, mais qui l'est pas en vrai. Une personne donne l'ordinateur à sa fille sur lequel il avait acheté des bitcoins. Sa fille joue sur Internet, va sur des réseaux sociaux, télécharge des réseaux de téléchargement pirate, télécharge des jeux en ligne, se fait pirater, se fait piquer tous les bitcoins. Je crois qu'il était nécessaire de protéger, de trouver un autre moyen de protéger ses avoirs en bitcoin et en crypto-monnaie. C'est réellement peut-être l'une des choses les plus stratégiques. On met ses actifs réels dans des coffres-forts, dans des portefeuilles, dans des comptes en banque. Il fallait aussi que les crypto-monnaies aillent dans un endroit sécurisé. Eric, comment expliquer, et Claire aussi, comment expliquer toutes ces prises de parole là, qui vont dans le même sens quasiment depuis des semaines et qui tapent sur le Bitcoin entre autres, pas trop sur la blockchain, mais comme c'est la première application concrète là, pour le grand public de la blockchain, où on nous dit qu'il faut s'en méfier effectivement, que ça sert pas à grand chose, que c'est très spéculatif. Je pense qu'il y a un manque d'éducation, et effectivement aujourd'hui on est dans un cercle vicieux de stigmatisation du Bitcoin, et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui le débat est complètement manichéen entre ceux qui disent que Bitcoin et la blockchain vont tout disrupter, vont tout bouleverser, et ceux qui disent que c'est du vent, voire que c'est la monnaie des terroristes. Et en fait la réalité elle est aussi probablement entre les deux. Et ça, c'est un discours qu'on n'entend pas trop. On n'entend pas trop le discours qui consisterait à dire c'est ni révolutionnaire, Bitcoin ni un truc de truand, quoi. Aujourd'hui, c'est un terrain de jeu pour de nouvelles opportunités. Je pense pas que Bitcoin va forcément tuer tous les intermédiaires, mais ça va générer de nouvelles opportunités pour de nouvelles applications à la fois financières, mais aussi pour d'autres secteurs, qui vont être un véritable atout, et un véritable atout aussi pour la France si on s'y met à temps. Eric, vous êtes d'accord avec Claire, s'il y a un discours nuancé, évidemment, c'est moins sexy, donc c'est pas ça qu'on veut entendre dans les médias, et du coup, il y a un discours qui est effectivement assez manichéen, et je pense que d'une certaine façon, les gens prennent un certain plaisir à voir Bitcoin avoir une correction, parce que ça est monté très vite, très très fort, très haut. Beaucoup ont annoncé l'explosion de la bulle, donc évidemment quand ça descend, évidemment, je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit. Mais le discours assez négatif sur Bitcoin, ça fait des années qu'on l'entend. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. Il y a eu des traversées du désert, d'ailleurs, il y a eu quasiment des années entières où on n'en parlait plus. Exactement, on disait Bitcoin est mort. Il y a un site qui recense le nombre en fait de parutions dans la presse où on annonce que Bitcoin est mort. Il y en a plus de 150. Donc aujourd'hui, on a un petit peu dépassé ce stade. L'euro aussi a été enterré plusieurs fois. Probablement, oui. Ouais. Mais on a dépassé ce stade, c'est-à-dire qu'on ne dit plus Bitcoin est mort, c'est fini, etc. On parle effectivement de correction et autres. Mais en tout cas, ce qui a changé, c'est qu'on ne peut plus l'ignorer. Et le régulateur, le gouvernement, maintenant travaille sur ces sujets, et on ne peut que s'en réjouir, puisque ça va nous permettre d'avancer et de créer plus de confiance sur ces nouvelles technologies. Et Bruno Le Maire qui nous promet un cadre pour le printemps, pour mars-avril prochain, un cadre d'ailleurs franco-allemand là-dessus. On en parlera dans un instant avec nos invités. Eric Larchevêque de Ledger, effectivement, qui a levé 61 millions d'euros avec son porte-monnaie, bien réel, pour avoir ses monnaies virtuelles. Claire Blava de Blockchain Partner et Pascal Samama de la rédaction de bfmbusiness.com. Vos questions, vos commentaires pour eux sur le hashtag TechCo sur Twitter, TECHCO en 6 caractères. Il est 21h15, on parle de tout cela jusqu'à 21h30. Bonne soirée si vous nous rejoignez. BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et avec nos invités, oui, on parle de la blockchain de 2018. Est-ce que c'est l'année des crypto-monnaies ou l'année peut-être la fin du Bitcoin, comme certains l'annoncent? On a vu hier un pont de Wall Street nous dire tiens, le Bitcoin va s'effondrer de 90% et va retomber sûrement autour de $1000 assez rapidement. C'était son pari. On en parle ce soir avec nos invités, effectivement. Claire Balva de Blockchain Partner, avec Eric Larchevêque de Ledger qui a levé des dizaines de millions d'euros là-dessus la semaine dernière, et Pascal Samama de bfmbusiness.com. Tiens, bfmbusiness.com, un de tes collègues, Pascal, c'est Frédéric
Frédéric Berger la semaine dernière, qui réagissait sur cette nomination-là d'un sous-gouverneur de la Banque de France, qui va être le monsieur Bitcoin un peu du gouvernement français, et qui est chargé là de nous mettre un rapport, nous pondra un rapport via sa commission donc sur les crypto-monnaies. Écoutez là-dessus donc le commentaire de Frédéric Berger, et après je vous ferai réagir. C'est surtout un expert, un sous-gouverneur de la Banque de France, un haut fonctionnaire issu de la méritocratie française, qui effectivement, je pense, on lui demande un rapport sur... c'est comme si on demandait à un canard de faire un rapport sur le foie gras. Donc, je veux dire, il ne va pas forcément déclarer effectivement que le Bitcoin est ce qu'il faut faire. Non, il est du côté du régulateur, donc du côté du méfiant, très méfiant vis-à-vis du Bitcoin. Donc, je pense que son rapport sera plein de mesures pour contraindre et éviter que le Bitcoin ne continue de survivre. Voilà, Jean-Pierre Landau qui est donc le monsieur Bitcoin du gouvernement français. Vous voyez l'intérêt là pour vous, Claire, de réguler ça, en tout cas de commander un rapport pour le gouvernement? Alors moi je trouve que c'est très bien que le gouvernement s'intéresse à Bitcoin et à ces technologies-là. Jean-Pierre Landau est globalement quelqu'un qui a prouvé qu'il était compétent sur les questions économiques et financières. Après moi j'espère Oui, mais s'il vient de la Banque de France, comment il peut se prononcer en toute objectivité sur les crypto-monnaies qui veulent squeezer les banquiers centraux? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques s'intéressent aussi aux crypto-monnaies parce qu'elles sont bien conscientes des bouleversements que ça a pour elles. Et justement, en parlant de la Banque de France, nous, en ce moment, on met en production une application blockchain pour la Banque de France, qui est une des premières organisations en France à mettre en production une application blockchain. Donc finalement, les banques ne sont pas intrinsèquement anti-blockchain et anti-crypto-monnaie. Mais après, les banques commerciales, oui, les banquiers centraux, c'est plus... Aujourd'hui, la Banque de France est du coup de facto leader sur ce sujet-là, avec la Banque Centrale Européenne, justement. Et ils sont en train de collaborer, et comme la Banque de France y est prise suffisamment tôt, aujourd'hui, en tant que Français, on a une position de leader sur ce sujet-là. Donc c'est extrêmement intéressant. Je pense au contraire que les banques centrales ont intérêt à s'intéresser à ces technologies, puisque les crypto-monnaies, ou les monnaies virtuelles de manière générale, pourront, pourquoi pas à terme, constituer le nouvel étalon, pourquoi pas remplacer l'étalon or qu'on avait auparavant par rapport aux monnaies nationales. Je pense que ça, c'est une piste qui peut les intéresser. Bon, pour autant, les bitcoins et les plus-values surtout sur les crypto-monnaies en général, Ether, Litecoin, Bitcoin, et il y en a plein d'autres maintenant. Il y en a quoi, 1000, 1300, 1500 Oui, ça n'arrête pas, il y en a tous les jours. Oui. On peut stocker n'importe quelle crypto-monnaie sur nos coffres? Ledger? Oui, c'est complètement agnostique, il n'y a pas de limitation technologique. Bon, alors en France, on est taxé, à mine de rien. Oui. C'est pas légal au sens, c'est pas reconnu, mais c'est pas non plus interdit, donc voilà. C'est taxé. Oui. Et c'est sérieusement taxé d'ailleurs. Oui, il y a une taxation aujourd'hui qui est assez importante, qui est aux alentours de 62%, puisqu'en fait, il y a différents impôts qui vont se rajouter. Donc c'est la tranche marginale de l'IR, donc jusqu'à quoi, 40, 45 45. Et ensuite s'ajoute à cela? Ensuite, s'ajoute à cela en fait un certain nombre de gains de change et qui peut monter donc au total jusqu'à 62%. Donc on est dans de l'impôt en fait qui est assez quasi confiscatoire. Confiscatoire. Ouais. Et malheureusement, en fait, la conséquence, c'est que toutes les personnes, les pionniers qui sont intéressés à cette technologie, qui ont des positions plus ou moins importantes en bitcoin, en crypto-monnaie, quittent la France parce qu'ils ne souhaitent pas effectivement avoir 62%. Je pense que tout le monde serait prêt à payer quelque chose entre 25 et 33% parce que c'est normal de payer l'impôt. Ouais. Flat tax, vous considérez Bitcoin comme un bien meuble. Donc vous, acteurs de blockchain, là tous les deux, Eric et Claire, vous constatez une fuite de soit ceux qui en possèdent, soit ceux qui veulent pas du coup ont des talents là-dedans et qui préfèrent aller ailleurs. Souvent aujourd'hui, je dirais que les grands millionnaires, ou en tout cas ceux qui ont investi, ceux qui ont été les premiers à investir dans Bitcoin en 2010-2011, c'est globalement les pionniers qui connaissent bien ces technologies. Et donc aujourd'hui, ce sont eux qui sont les premiers à partir. Et ils vont où? C'est quoi les paradis fiscaux? Ils vont aller à Malte, ils vont en Angleterre, ils vont en Andorre, ils vont au Luxembourg, ils vont dans tous les pays voisins qui ont une fiscalité. Pour monter des activités qui peuvent être de trading, d'investissement. Ça pour vos business à vous, donc c'est pas bon alors. C'est une fuite de talent. C'est clairement pas bon. C'est pas bon pour la France en tout cas. C'est la première fuite des talents. C'est dommage. Donc du coup l'effet peut être assez négatif à moyen et long terme.
Je vais faire un peu l'avocat de l'État. Est-ce que l'État a perturbé un grand nombre de secteurs économiques dont la presse? On voit le e-commerce qui a bouleversé jusqu'à aujourd'hui, on en a parlé toute la journée, Carrefour. Est-ce que ces crypto-monnaies ne risquent pas de faire perdre un peu leur autorité financière aux États et de bouleverser un petit peu tout le secteur bancaire, ce qui serait inquiétant? Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'en matière de souveraineté, les crypto-monnaies aujourd'hui sont très loin de pouvoir faire peur aux États. Et je pense qu'il n'y a pas un ministre ou un responsable politique ou même un banquier qui pense que les crypto-monnaies peuvent avoir en fait peuvent créer un bouleversement aussi fort. Je pense qu'aujourd'hui, Mario Draghi le pense. Oui, mais je pense que aujourd'hui, les technologies, les banques centrales ont la possibilité de pouvoir récupérer les technologies sous-jacentes de blockchain pour pouvoir émettre des crypto-monnaies type crypto-euro, crypto-dollar, etc. et pouvoir faire des smart contracts avec de l'argent qui est l'argent légal. Et là, pour le coup, ça va pouvoir faire un impact très important en matière de compétitivité internationale. Mais de là à ce que les crypto-monnaies décentralisées type Bitcoin, etc. viennent poser en fait une menace auprès de la souveraineté des États, je pense qu'on en est vraiment très très loin. Et l'activité bancaire, qu'est-ce que peuvent perdre les banques avec les crypto-monnaies? Les banques aujourd'hui, je pense, vont perdre peut-être une partie de leur activité qui est centrée par exemple autour des activités de dépôt. Peut-être qu'au lieu d'investir tout l'argent qu'on a dans des comptes en banque, on va l'investir dans des crypto-monnaies, ou en tout cas on va le détenir soi-même, pourquoi pas avec des clés justement Ledger. Elles peuvent aussi perdre une partie de leurs activités sur le transfert d'argent, puisqu'aujourd'hui, si je veux envoyer de l'argent au Japon en passant par le système bancaire, potentiellement ça prend 3 jours. Si je veux faire la même chose en Bitcoin ou avec une autre crypto-monnaie, c'est très rapide, ça prend quelques minutes. Donc les banques peuvent perdre cette activité-là, mais en fait ce qui est plus probable, c'est qu'elles rachètent des startups qui proposent ces services-là, ou qu'elles mettent en place ces services-là en interne, et où finalement les banques vont se moderniser grâce à ces technologies et proposer des services plus performants. Un peu comme elles l'ont fait avec les agences en ligne. À l'époque, on se disait les banques en ligne vont tuer les banques. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chaque banque a sa banque en ligne, et il est probable qu'avec les technologies blockchain, ce soit un peu la même chose. Se procurer des crypto-monnaies, c'est pas toujours simple. Voilà ce qu'on nous dit aussi sur Twitter aujourd'hui. On avait vu ce sondage Odoxa il y a quelques jours. On disait qu'un Français sur 10 a tenté d'acheter des bitcoins notamment, mais n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà, il faut trouver un endroit pour pouvoir les acheter. Les rares endroits qui en vendent ont subi en fait une croissance, une explosion énorme de leur activité, qui font qu'elles ont souvent même du mal à répondre à la demande. Ouais. Il y a des places de marché en Europe qui chaque jour ont des dizaines de milliers de nouveaux clients, et chaque inscription nécessite une vérification complète de l'identité, de la connaissance client, donc ça prend du temps. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, arriver à acheter des crypto-monnaies n'est pas simple, et il faut s'y préparer à l'avance. Il y a des pays plus bienveillants, Pascal, sur la réglementation, sur l'aspect régulation. Tu fais ton petit tour d'Europe, là, tu nous parlais de Monaco la semaine dernière, qui ne valide pas Il y a une proposition de loi monnaie, sur la blockchain à Monaco, oui, ouais. Et une monnaie mais laisse faire. Et puis tu as l'Estonie aussi, surtout, qui accélère. Il y a l'Estonie qui veut devenir le navire amiral numérique de l'Europe, qui a mené des initiatives dans un tas de domaines numériques, et qui veut créer un Nestcoin. Alors un Nestcoin, c'est pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, c'est une espèce de jeton, un actif qui sera indexé sur l'euro et qui pourrait devenir même une monnaie virtuelle européenne. Si c'est indexé sur l'euro, à quoi ça sert alors? Ça permet de valeur refuge, ça permet de pouvoir faciliter les transferts d'argent d'État à État. Ils le destinent par exemple à leurs e-résidents. Les e-résidents en Estonie, qu'est-ce que c'est? C'est un tas de gens sur la planète qui créent une activité en Estonie depuis chez eux via les réseaux, qui peuvent créer une entreprise, déposer leur statut en Estonie, ouvrir un compte bancaire, payer leurs impôts, et cette monnaie va pouvoir permettre de régler de réaliser des transactions, de payer ses impôts, de payer ses taxes directement
en Bitcoin sans passer par les transferts selon la devise du résident, qu'il soit américain, mexicain, français. Et il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a, je crois, 28 000 personnes dans le monde sont devenues des e-résidents estoniens pour créer des entreprises. Tu as écrit un article là-dessus sur bfmbusiness.com, on peut lire ça? Tout à fait. bfmbusiness.com, vous allez lire ça ce soir. Merci à tous les trois. Donc ce soir, Pascal Salama, Éric Larchevêque de Ledger, qui levait 61 millions d'euros, enfin qui a levé, parce qu'ils sont toujours là, 61 millions d'euros la semaine dernière. Et puis Claire Balva, donc pour Blockchain Partner, qui conseille, on l'a entendu ce soir, on leur a appris donc entre autres la Banque de France là-dessus, sur une application blockchain. Merci à tous les trois, à très vite, on continue ce débat sur TechCo, TECHCO, et on vous donne l'actu tech très très chaud de ces dernières heures, juste après ça, tout de suite.